Une demi-heure, il n'y Allez, on réenchaîne sur l'élément matériel. On en arrive donc au petit 2. Petit 2, l'élément matériel. Alors, l'élément matériel de l'infraction repose lui-même sur la réunion de 3 composantes. Ces 3 composantes, ce sont un comportement, un résultat et un lien de causalité. Alors, déjà, en termes de réflexe de structure, dites-vous que à chaque fois que vous évoquez le comportement, le résultat ou le lien de causalité, c'est toujours dans une perspective de je te parle de l'élément matériel, je te parle de la constitution de l'infraction. D'accord ? Bien. Donc un comportement, un résultat, un lien de causalité. Petit a, le comportement. Alors, la notion de comportement en droit pénal, c'est une notion importante car elle va nous permettre de distinguer entre 3 catégories d'infractions. Première catégorie, ce sont les infractions de commission. Les infractions de commission, c'est très simple, ce sont celles qui nécessitent la preuve d'un acte positif pour être démontré. Elles nécessitent la preuve d'un acte positif pour être démontré. Est ici incriminé le fait d'adopter positivement tel ou tel autre comportement. L'élément matériel d'infraction de commission est un élément matériel qui est un élément relativement substantiel puisque pour que l'infraction soit constituée, comme je vous le disais, on va exiger que la personne ait agi exactement de la même façon que la loi l'interdit. À côté des infractions de commission, on a les infractions d'omission. Les infractions d'omission, elles, ce sont des infractions qui sanctionnent le non-respect d'une obligation de faire. Est incriminé ici le fait de ne pas avoir fait. Comprenez bien une chose, c'est que puisque la personne n'a pas fait, c'est simplement abstenu. Elle n'a pas modifié le cours des événements. D'accord ? Elle n'a pas produit de résultat, puisque par définition, ne pas faire, ça ne peut pas être causé. Et donc, qu'est-ce qu'on vient sanctionner finalement derrière les infractions d'omission ? Du coup, puisque la personne précisément n'a rien fait, et c'est bien ce qu'on lui reproche. Ce qu'on vient sanctionner derrière les infractions d'omission, comprenez bien que c'est une posture morale avant tout. C'est d'abord et avant tout une posture morale que l'on vient sanctionner avec ces infractions. D'où le danger de telles infractions. Car ce sont des infractions qui viennent ériger une posture morale
en infraction pénale. Et donc, ces infractions d'omission, ce sont des infractions qui, pour certains, accréditent l'idée d'une confusion entre droit pénal et moral. Regardez, on va partir d'un exemple. Prenez l'omission de porter secours, infraction que vous connaissez tous. Omission de porter secours. Vous savez quand elle est née, l'omission de porter secours ? Voilà, c'est une infraction qui est née avec le gouvernement de Vichy. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire avec l'infraction d'omission de porter secours? Il s'agissait d'obliger les citoyens français à porter assistance aux convois allemands qui étaient victimes d'actes de résistance. C'est ça l'histoire de l'omission de porter secours. Alors, bien évidemment, cette infraction a persisté après et elle n'a très rapidement plus du tout revêtu le même sens. Bien sûr, néanmoins. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient sanctionner à travers l'omission de porter secours finalement? Un défaut de solidarité. On vient sanctionner un manquement à une obligation de solidarité. Donc on vient sanctionner une posture morale. Et nombreux sont ceux qui vous disent que, bien évidemment, le fait de ne pas être solidaire, c'est un comportement moralement blâmable. Bien sûr, mais est-ce le rôle du droit pénal que de venir s'attacher à sanctionner l'immoralité? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement que le choix d'être solidaire ou de ne pas être solidaire est un choix qui devrait être laissé à la conscience individuelle de chacun et régulé par la société, tout simplement? Alors après ça, on peut considérer que oui, on peut considérer que non, peu importe. Ce qui importe, c'est de voir que cette question se pose derrière les infractions d'omission et que c'est pas si simple et qu'il n'est pas évident qu'il faut incriminer les infractions d'omission et qu'il n'est pas évident qu'il ne faut pas les incriminer. C'est tout simplement que quand on incrimine l'omission, par définition, on vient faire que le droit pénal régit les morales, les consciences des individus. Et ça, en soi, c'est nécessairement questionnant. D'accord? Par ailleurs, autre chose, c'est que quand on incrimine l'omission, on impose à l'individu l'action. Or, du point de vue des libertés individuelles, imposer aux individus de faire est beaucoup plus contraignant que de leur imposer de ne pas faire. Donc, sur les infractions d'omission, élément matériel finalement extrêmement rétréci, extrêmement creux, puisque précisément, ce que le droit pénal vient chercher, c'est le fait de n'avoir rien fait. Donc, vous voyez, élément matériel ici beaucoup plus léger que pour les infractions de commission. Et enfin, dernière catégorie d'infractions du point de vue du comportement, ce sont les infractions pouvant résulter indifféremment soit d'une commission, soit d'une omission. Infractions pouvant résulter indifféremment soit d'une commission, soit d'une omission. Pour certaines infractions, le législateur prévoit qu'elles peuvent indifféremment
être constitué par la commission ou par l'omission. Dans les deux cas, le comportement caractérisera l'infraction. Ces infractions-là, ce sont des contentieux de masse parce que c'est notamment tout le contentieux des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Homicide et blessures involontaires. Qui peuvent aussi bien résulter de l'imprudence, cette imprudence c'est avoir fait ce que l'on n'aurait pas dû faire, que de la négligence. Être négligent, c'est n'avoir pas fait ce que l'on aurait dû faire. Dans les deux cas, cela sera suffisant pour caractériser le comportement requis au titre des infractions consistant en des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Alors, le mouvement général sur le comportement que vous pourriez réexploiter par exemple dans un sujet sur l'omission, pourquoi pas. Alors, mouvement général sur le comportement, c'est le suivant, c'est qu'on assiste quand même du point de vue du comportement à ce que l'on appelle un rétrécissement de l'élément matériel. C'est l'expression employée par la doctrine. On assiste à un rétrécissement de l'élément matériel du point de vue du comportement. Pourquoi ? Comprenez bien les choses. Pourquoi il est important, dans un droit pénal donné, d'exiger un élément matériel pour que l'infraction soit constituée ? Parce que c'est le signe, l'exigence d'un élément matériel pour que l'infraction soit constituée, c'est le signe du rejet du droit pénal de la pensée. D'accord ? Si on exige un élément matériel, c'est précisément qu'on ne se contente pas d'un élément moral, qu'on ne poursuit pas, qu'on ne condamne pas pénalement pour de simples pensées, pour de simples intentions, tout cela doit être matérialisé. Ce qui veut dire que moins on est exigeant pour que l'élément matériel soit considéré comme caractérisé, moins on est exigeant pour que l'élément matériel soit considéré comme caractérisé, plus on s'approche de ce fameux droit pénal subjectif, de ce fameux droit pénal de la pensée. Eh bien, c'est précisément ce qu'accrédite la notion de comportement. C'est précisément ce qu'accrédite la notion de comportement. À quoi est-ce que l'on assiste actuellement ? On assiste, depuis quelques années, à une multiplication dans notre droit des infractions d'omission. Notamment dans ce droit pénal un peu particulier qu'on pourrait qualifier de droit pénal des professionnels. De plus en plus, le droit pénal vient régir les pratiques de telle ou telle autre profession. Vous voyez, expert comptable, commissaire aux comptes, etc., en leur imposant des obligations d'agir. Et donc en venant incriminer leur omission. Et cette évolution, elle accrédite l'idée d'un rétrécissement, effectivement, de l'élément matériel et d'un droit pénal qui tend de plus en plus à se confondre avec l'éthique. Ça va ? Bien. À côté du comportement, deuxième composante de l'élément matériel, petit 2, à côté du comportement, petit 2, on a le résultat. Petit 2, le résultat. Qu'est-ce que le résultat ? Le résultat,
la doctrine se questionne beaucoup sur le sens à donner à la notion de résultat en droit pénal. Le droit positif, lui, ne se questionne pas du tout. Depuis 1791, que ce soit en législation ou en jurisprudence, la notion de résultat n'a pas varié. Le résultat, c'est tout simplement l'atteinte effective à la valeur protégée. Le résultat, c'est l'atteinte effective à la valeur protégée. Donc c'est très simple, dans l'homicide volontaire, le résultat, c'est la mort d'autrui. Dans les violences ayant entraîné une ITT de 8 jours, le résultat, c'est l'ITT de 8 jours. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement simples. Pour bien comprendre toute l'importance de cette notion de résultat en droit pénal, il faut retracer ce qu'on appelle l'iter criminis, le chemin du crime. Alors, l'iter criminis ou chemin du crime. On arrive rarement directement à la production du résultat. Toute action criminelle va emprunter plusieurs stades, se décomposer en plusieurs phases. D'abord, généralement, le délinquant a l'idée criminelle. D'abord, le délinquant a simplement l'idée criminelle. L'idée criminelle, c'est tout simplement l'idée de commettre l'infraction. C'est tout simplement l'idée de commettre l'infraction. C'est un stade par lequel on est tous passés à un moment ou à un autre, cette idée criminelle. Et puis certains, parmi ceux qui auront eu l'idée criminelle, vont franchir le cap suivant. Le cap suivant, c'est le cap de la résolution criminelle. La résolution criminelle, là on est un cran au-dessus de la simple idée, c'est là que naît la volonté ferme, définitive de commettre l'infraction. Là naît la volonté ferme, définitive de commettre l'infraction. Attention, rien n'a encore été fait. Simplement, c'est décidé, ça sera fait. Et puis, parmi ceux qui auront eu la résolution criminelle, d'autres vont franchir le cap suivant qui est la préparation des moyens d'action. Préparation des moyens d'action. Donc là, ça y est, à ce stade-là, pour la première fois, on va extérioriser cette intention, cette volonté criminelle. On va tout mettre en place pour que l'infraction puisse être matériellement commise. Donc, le voleur, le cambrioleur va aller repérer les maisons qui sont vides de leurs occupants pendant les vacances. Celui qui veut tuer va se procurer les armes de son crime, etc., etc. Parmi ceux qui auront préparé les moyens d'action, certains vont arriver au cap suivant, qui sera le stade de l'exécution de l'infraction. Ça y est, là, le délinquant a commencé à adopter le comportement prohibé par la loi pénale. Le meurtrier se jette sur sa victime, le cambrioleur pose la main sur l'objet qu'il veut dérober, etc., etc. Et parmi ceux qui auront commencé à exécuter l'infraction, certains vont parvenir au stade ultime de l'iter criminis, qui est la production du résultat de l'infraction. Production du résultat de l'infraction. La victime meurt, le voleur s'en va avec l'objet qu'il a dérobé, etc., etc. Le résultat s'est produit. Cet iter criminis, comprenez bien une chose, cet iter criminis, il pose la question de savoir à quel moment le droit pénal devient légitime à intervenir.
À quel moment le droit pénal devient légitime à intervenir? Est-ce que il faut attendre que l'iter criminis soit parvenu à son terme et donc que le résultat se soit effectivement produit pour légitimer l'intervention du droit pénal? Est-ce que, à l'inverse, on peut admettre que le droit pénal intervienne très tôt sur l'iter criminis pour empêcher justement que cet iter criminis ne se poursuive au-delà? Pourquoi pas au stade de la résolution criminelle ou au stade de la préparation des moyens d'action? À quel moment de l'iter criminis le droit pénal est-il légitime à intervenir? Eh bien, pour répondre à cette question, deux grandes conceptions du droit pénal s'opposent. La conception objective, d'abord, de l'infraction. Conception objective de l'infraction, suivant laquelle le résultat est le seul critère qui fonde, qui légitime l'intervention du droit pénal. Pour les partisans d'une telle conception, de deux choses l'une. Soit le résultat s'est effectivement produit et le droit pénal peut intervenir, soit le résultat ne s'est pas produit et le droit pénal n'est pas légitime à intervenir. Cette conception objective de l'infraction, c'est la conception du droit pénal qu'on a souhaité développer postérieurement à la Révolution française. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on considérait, à raison d'ailleurs, qu'exiger que le résultat se soit effectivement produit et que subordonner à ce résultat l'intervention du droit pénal, c'était chasser l'arbitraire. On était toujours dans la même obsession. L'idée, c'était de ne pas être emprisonné, de ne pas être incriminé, de ne pas être inquiété pour ses simples pensées, pour ses simples idées. D'accord? Et donc, on avait dit, voilà, pour garantir la sécurité juridique, pour garantir la liberté individuelle, il faut qu'un résultat se soit effectivement produit pour que le droit pénal devienne légitime à intervenir. Ok? Donc finalement, pour un objectiviste, le droit pénal n'intervient qu'à ce niveau-là, au niveau de la production du résultat. Face à cette conception, on a une conception opposée, vous l'imaginez, qui est la conception subjective de l'infraction. Conception subjective, c'est celle qui vient nous dire que le seul critère qui fonde, qui légitime l'intervention du droit pénal, c'est la dangerosité du délinquant. Pour les subjectivistes, l'idée est de permettre au droit pénal d'intervenir dès les premières manifestations de dangerosité. On veut permettre au droit pénal d'intervenir dès les premières manifestations de dangerosité pour justement faire en sorte de prévenir la réalisation d'un trouble
qui porterait gravement atteinte à l'ordre social. Pour prévenir la réalisation d'un trouble qui porterait gravement atteinte à l'ordre social. Et donc, ici, pour un subjectiviste, le droit pénal remplit avant tout une mission non plus punitive, mais une mission préventive. Vous le comprenez, face à la théorie subjective de l'infraction, le droit pénal sera très tôt sur l'iter criminis légitime à intervenir. On interviendra le plus tôt possible pour éviter que ça n'aille plus loin. On viendra canaliser une dangerosité. D'accord ? Et donc, la conception subjective de l'infraction, c'est une conception qui est beaucoup plus contraignante que la conception objective du point de vue des droits et libertés des individus. L'impératif premier d'une conception subjective, qu'est-ce que c'est ? C'est d'assurer la sécurité publique. Dans une conception subjective, l'impératif premier, c'est d'assurer la sécurité publique. Par opposition, dans une conception objective, l'objectif premier, c'est d'assurer la sécurité individuelle, la sécurité juridique. Ça va, c'est bien compris pour la confrontation entre ces deux grandes théories du droit pénal? Alors où est notre droit pénal à nous dans tout ça? Est-ce que notre droit pénal est plutôt objectif? Est-ce qu'il est plutôt subjectif? Où est-on? Ben voilà. Notre droit pénal contemporain est hérité d'un peu de chacune de ces grandes théories. Sauf que, et on va le voir maintenant en examinant les différents types d'infractions, sur ces 15 dernières années, on a quand même fait de nombreux bonds vers les thèses subjectives de l'infraction. Donc, je vous le disais, je vais vous le détailler, tout ça. Donc, je vous le disais, notre droit pénal, nous, c'est un droit pénal qu'on pourrait qualifier de mixte entre objectivisme et subjectivisme. Coexistent en effet, dans notre droit pénal, deux grandes catégories d'infractions. Coexistent dans notre droit pénal deux grandes catégories d'infractions. Première catégorie, ce sont les infractions matérielles. Première catégorie, ce sont les infractions que l'on appelle les infractions matérielles. Les infractions matérielles, ce sont celles qui nécessitent qu'un résultat soit effectivement survenu pour être consommé. Elles nécessitent qu'un résultat soit effectivement survenu pour être consommé. Lorsque le résultat d'une infraction matérielle ne survient pas, la responsabilité pénale de son auteur ne peut être engagée que sur le terrain de la tentative de cette infraction. Tentative qui nécessitera, pour être consommée, que le délinquant ait commencé à exécuter l'infraction. D'où la notion de commencement d'exécution, pour que la tentative soit démontrée. Ces infractions matérielles, concrètement, l'infraction matérielle consommée sur mon iter criminis, elle va être là.
au niveau de la production du résultat. Donc ici, j'ai mon infraction matérielle consommée et mon infraction matérielle tentée. Infraction matérielle tentée, elle va être au niveau de l'exécution de l'infraction. Ici, je trouve mon infraction matérielle tentée. D'accord ? Alors, ces infractions matérielles, vous l'avez compris, elles sont héritées des thèses objectives de l'infraction. Et ce sont les infractions les plus nombreuses, aujourd'hui encore, de notre code pénal. Hein, ce sont les grandes infractions que vous connaissez tous, hein, le meurtre, les violences, le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance. Vous voyez, autant d'infractions qui, pour être consommées, vont nécessiter qu'un résultat soit effectivement survenu. Ça va ? Hein, donc ça, ce sont des infractions plutôt de tendance objective. À côté de ces infractions à résultat, deuxième grande catégorie d'infractions, nous avons les infractions sans résultat. Nous avons les infractions sans résultat. Les infractions sans résultat, vous le devinez, elles sont héritées des thèses subjectives. Les infractions sans résultat, il en existe de deux types. Deux grands types d'infractions sans résultat. Les premières, ce sont celles qui sont issues d'un subjectivisme doux. Ce sont les infractions formelles. Les premières, elles sont issues d'un subjectivisme qu'on peut qualifier de doux. Hein. Ce sont les infractions formelles. Les infractions formelles, on les définit comme un comportement incriminé indépendamment de son résultat éventuel. Comportement incriminé indépendamment de son résultat éventuel. Bien que le comportement tende normalement à produire un dommage, l'infraction est réputée consommée en l'absence de production de ce dommage. Donc, la loi incrimine ici un comportement à titre principal. La loi incrimine ici un comportement à titre principal et ne distingue pas suivant que le comportement réussit ou échoue. L'exemple type d'infraction formelle, vous le connaissez tous pour y avoir un petit peu travaillé, c'est l'exemple, voilà, c'est le crime d'empoisonnement. Hein? L'exemple classique d'infraction formelle, c'est le crime d'empoisonnement. Vous voyez bien que sur l'empoisonnement, tel que défini par l'article 221-5 du Code pénal, le crime est consommé par la seule administration des substances mortelles à la victime. Peu importe que la victime survive ou décède. Dès que les substances ont été administrées, l'empoisonnement est consommé. Alors, quel est l'intérêt pour le législateur d'édicter des infractions en la forme d'infraction formelle? Eh bien, l'infraction formelle, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, l'infraction formelle, c'est le moyen d'une politique de sévérité. L'infraction formelle,
c'est le moyen, quelle qu'elle soit, empoisonnement ou autre, c'est le moyen d'une politique de sévérité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la mécanique de l'infraction formelle, va nous permettre d'élargir le champ de l'intervention du droit pénal. La mécanique de l'infraction formelle va nous permettre d'élargir le champ de l'intervention du droit pénal. D'abord, on va élargir avec l'infraction formelle, le champ de l'infraction consommée. Par définition, puisque l'on n'exige pas qu'un résultat soit effectivement survenu pour que l'infraction formelle soit consommée, ce type d'infraction sera constitué plus facilement qu'une infraction matérielle. Voyez, sur mon iter criminis, l'infraction formelle consommée, elle est là, elle est au niveau de l'exécution de l'infraction. Ici, je trouve mon infraction formelle consommée. D'accord? Mais avec l'infraction formelle, on élargit également le champ de la répression de l'infraction tentée. Pourquoi? Parce que l'infraction formelle va nous permettre de qualifier de commencement d'exécution constitutif de tentative, des agissements que l'on aurait qualifiés d'actes préparatoires non punissables, si l'on avait eu affaire à une infraction matérielle. L'infraction formelle tentée, sur mon iter criminis, je vais la retrouver à ce niveau-là, au niveau de la préparation des moyens d'action. Ici, je retrouve l'infraction formelle tentée. Révélateur de cette tendance, un arrêt qui est dans votre polycopier de cours et que vous avez pour la plupart utilisé dans votre devoir sur l'empoisonnement, rendu par la Chambre criminelle le 5 février 1958, Chambre criminelle qui nous dit là que le simple fait de jeter du poison dans un puits constitue une tentative d'empoisonnement, peu importe que la victime ne boive jamais l'eau du puits. Ça va? Donc, vous voyez, l'infraction formelle, c'est véritablement un moyen d'élargir le champ de l'intervention du droit pénal. Alors, on posait la question de savoir tout à l'heure comment on exploite tout ça dans une dissertation. Vous voyez, au lieu dans vos développements d'aller décrire de façon statique, l'empoisonnement est une infraction formelle, l'infraction formelle c'est ceci, l'infraction formelle c'est cela. Non, commencez pas vos développements comme ça. Commencez vos développements en disant, voilà, le droit pénal fait preuve d'une grande sévérité à l'égard du crime d'empoisonnement.
l'une des marques les plus frappantes de cette sévérité, c'est sans doute le fait d'avoir incriminé l'empoisonnement en la forme d'une infraction formelle. En effet, l'empoisonnement est une infraction consommée indépendamment de son résultat. Vous voyez, c'est comme ça qu'on exploite ses connaissances. Hein, c'est la question qu'on posait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait dans les développements pour rattacher à la problématique introductive? Eh bien, concrètement, avant de développer sur ma sous-partie consacrée à l'empoisonnement à infraction formelle, je vais expliquer que c'est une politique de sévérité que l'on poursuit et que ce caractère formel de l'infraction, c'est bien la preuve de la grande sévérité qui se trouve traduite au niveau de l'élément matériel du crime d'empoisonnement. Ça va? Et à chaque fois, quelle qu'elle soit, là c'est vrai pour l'empoisonnement, mais quelle que soit votre infraction, si vous avez affaire à une infraction formelle, ce sera toujours la marque d'une politique de sévérité. D'accord? Donc vous pourrez toujours l'exploiter dans ce sens-là. Hein, avec l'infraction formelle, quand on érige une infraction en la forme d'une infraction formelle, l'idée c'est, attends, je ne vais pas attendre que le résultat soit effectivement survenu pour venir incriminer et réprimer. Le comportement en lui-même suffit à constituer, à caractériser l'infraction. Des questions sur tout ça? C'est important ça, hein? Non, ça va? Ouais. Bien. La deuxième forme d'infraction sans résultat, ce sont les infractions obstacles. Alors, méfiez-vous bien, parce que d'une façon générale, les uns et les autres, vous avez tendance à dire oui, formel, obstacle, c'est un petit peu du pareil au même, de toute façon, c'est sans résultat. C'est pas vrai. Il y a autant de différences entre une infraction formelle et une infraction matérielle qu'entre une infraction formelle et une infraction obstacle. L'une et l'autre ne sont pas du tout assimilables. Il y a des différences essentielles entre les infractions formelles et les infractions obstacles qu'il faut connaître et, le cas échéant, qu'il faut savoir bien exploiter. Hein? Donc, juste une précision, et puis après ça, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, pour déjeuner, parce que j'en ai pour un petit peu de temps sur les infractions obstacles. Juste une précision, vous l'avez compris, j'imagine, les infractions obstacles, elles sont issues d'un subjectivisme dur. Là, on va vraiment se trouver très haut sur l'iter criminis, parce qu'on va se retrouver dans des hypothèses où le droit pénal va suivre de vraies politiques de prévention. Voilà. Et moi, je vous laisse tranquille, du coup, pour aujourd'hui. Oui? Bien sûr. De voir, un peu justement évoquant cet aspect, regretter, enfin peut-être pas regretter parce que c'est un jugement, mais interpeller sur finalement quel moyen on associe à une vraie politique de prévention. Alors, il faut faire très attention. D'une façon générale, moi, le conseil que je vous donnerais à tous, c'est de rester prudent. Hein, c'est de rester prudent parce que déjà vous ne savez pas qui vous corrige et ensuite quoi que vous fassiez et quelles que soient vos qualités par ailleurs, n'oubliez jamais que vous êtes dans une position de candidat à un concours. Candidat à un concours, ça implique une posture d'humilité, y compris dans les développements que vous allez livrer. Donc, il faut faire preuve d'esprit critique, sans aucun doute. Mais l'esprit critique, c'est pas la critique. Hein, entre la critique et l'esprit critique, il y a juste l'esprit qui ne doit pas faire défaut. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? L'esprit critique, vous voyez, par exemple, vous pouvez tout à fait dire, ben voilà, à l'époque contemporaine, on assiste à un développement considérable des infractions obstacles. Pour preuve, exemple, c'est là la marque du développement d'un droit pénal préventif. Ça, c'est de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est je vois ce qui se passe, je ne suis pas dur, je ne suis pas dupe. Là où je bascule de l'esprit critique qu'on attend de vous à la critique qu'il ne faut surtout pas faire, c'est lorsque vous dites on peut s'inquiéter d'une telle évolution. Non, ne vous inquiétez pas, ne regrettez pas, ne vous félicitez pas, d'accord, hein, restez neutre. Hein, donc, l'idée, véritablement, c'est je vois ce qui se passe, je ne suis pas dupe, j'ai un regard qui va au-dessus
de celui du commun. Néanmoins, je n'oublie pas ma posture de candidat à un concours. Je suis à l'écrit, je ne suis pas à l'oral. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir défendre ma position. D'accord? Donc, grande prudence. Ok? Bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour cet après-midi.